suis en train de chercher quelque chose sur la planète Mars. Je viens de la planète Mars, mauvaise nouvelle, Lorenzo, je suis chargé de t'éliminer. Hein. Voilà, bon. On espère que vous allez passer un bon moment. On vous reçoit dans des conditions qui ne sont pas forcément très évidentes, puisque c'est très bien, je ne vais pas vous décrire l'actualité, le Covid, le machin, les trucs. On a essayé de vous installer de la meilleure façon possible. On n'a pas pu recevoir autant de monde qu'on avait l'habitude de recevoir. Et bon, on espère que vous allez passer un bon moment. Voilà. Le dernier truc que je peux vous dire, c'est que si vous voulez combattre le Covid, il n'y a pas un seul microbe ni une seule bactérie qui résiste à 45 degrés d'alcool pur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, à partir de demain, pour ceux que ça intéresse, puisqu'on a essayé de développer quelque chose, un concept encore, pour ceux qui connaissaient avant Kitty, mais un concept encore plus jusqu'au boutiste, on va dire. On va développer des formules apéritifs très très sympas avec des produits. On a plus de 50 bouteilles ici, whisky différents, avec tous les prix, toutes les gages. Et qui vont vous aider à pouvoir lutter contre l'infection. J'en ouvre une seconde. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Si vous aimez votre pub et vous voulez supporter votre pub favori, j'espère qu'on sera votre pub favori. Après l'entracte, ça sera sympa de reprendre une deuxième consommation. Ça va nous aider quand même un peu, parce que c'est vrai qu'on souffre un petit peu en ce moment. Voilà. Sur ces entrefaites, je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Merci. Derrière le comptoir. Je vais juste enchaîner avec des petites présentations. Après, on vous laissera à l'événement, des petits événements. Du coup, juste pour présenter qui nous sommes, donc, on a été aidé par Cult of Science pour organiser l'événement. Je ne sais pas si vous connaissez déjà l'organisme. Donc nous, on est une association d'étudiants, de doctorants principalement, de l'école doctorale Chimie et Sciences du Vivant. Donc le nom de notre asso, c'est Globals. Donc on avait envie là, de s'associer avec Cult of Science pour garder le même format que eux avaient adapté, donc c'est faire participer des chercheurs pour leur donner en fait l'occasion de présenter leurs travaux de manière vulgarisée. Donc on ne fait pas que ça à Globals, donc je vais juste vous montrer un peu ce qu'on fait. Donc déjà on essaie de créer du lien entre les doctorants. Donc on réunit plus de 17 laboratoires dans Grenoble, qui se situent sur le pôle santé vers l'hôpital, sur le campus universitaire et sur le pôle de CEA, de la Presqu'île. Donc on essaie de rassembler les étudiants dans plusieurs types d'événements. Ça peut être des after-work, ça peut être des soirées jeux, ça peut être des soirées dégustation. Et on essaye aussi d'agrandir en fait, notre réseau en participant à des événements plus, on va dire, plus scientifiques, si on peut appeler ça comme ça. Donc en organisant par exemple des forums. Et là, du coup, notre nouveauté, c'est l'organisation d'événements de vulgarisation. Donc je vais laisser Richard expliquer pourquoi on a eu envie de monter ces événements. Yes, donc d'abord merci d'être là. Donc nous, au cours de la thèse, il faut savoir qu'on est amené à présenter nos travaux principalement en conférences scientifiques. Donc généralement c'est assez des gros congrès, que ce soit en France ou à l'étranger. Et période Covid nous oblige. La plupart des doctorants nous présents ont eu nos congrès annulés. Donc il y a des doctorants qui sont en 2e ou 3e année, qui n'ont pas forcément l'occasion de présenter leurs travaux, qui vont se retrouver dans un an à devoir défendre une thèse devant des fois 50, 60 personnes. C'est des exercices qui sont quand même assez stressants. Voilà, défense de thèse, c'est l'événement qui vous stresse un peu. Donc là, l'objectif, c'est d'aider un peu tous les doctorants de notre école doctorale à présenter leurs travaux de manière différente à un public pas forcément connaisseur et les aider à travailler, à présenter à l'oral devant vous. Donc on espère que ça va vous plaire. Soyez indulgents avec nous, c'est la première soirée ce soir. On espère en organiser plusieurs par la suite sur des thèmes différents. Donc voilà, suivez-nous un petit peu sur les réseaux si vous voulez savoir les prochaines soirées qu'on va organiser. Donc on ne va pas vous embêter plus longtemps avec nous, on va tout de suite passer à la première présentation.
donc de Sparta, qui va nous présenter son sujet des acides aminés aux origines de la vie. On va avoir un petit peu après une pause avec un petit quiz sur la première présentation. Donc on a des partenaires qui ont bien voulu nous donner des petits lots, donc on va vous faire gagner des petits, des bons petits lots sympas, voilà. Donc écoutez bien les présentations de Sparta, et puis après donc Lorenzo qui va vous présenter, lui, les conditions de vie extraterrestres. Voilà, je laisse la parole à Sparta, et je vous remercie. Bon, merci beaucoup d'être venus, merci pour les organisations, les organisateurs pour cette soirée. Et voilà, donc ce soir, je vais vous présenter les recherches qui étaient faites pour trouver en fait comment les acides aminés ont été apparus à l'origine de la vie sur notre Terre. Mais avant, on va remonter un petit peu dans le temps. Il y a 13,8 milliards d'années, notre univers il était formé à partir d'un grain qui est assez minuscule, même plus comme un atome. Et c'est un cataclysme en fait, qui s'est explosé, qu'on appelle le Big Bang. C'est une explosion d'énergie qui est assez immense, qui s'est refroidie avec le temps, et puis après, elle va se transformer en matière, et du coup, toutes les choses ont commencé depuis ce temps-là. Et l'agglomération des particules qui étaient présentes dans l'espace vont donner naissance aux étoiles. Un ensemble d'étoiles va donner les galaxies, dont notre galaxie, la Voie lactée, qui va comporter plusieurs soleils en fait. Plusieurs soleils, plusieurs étoiles. Et parmi ces étoiles, c'est notre soleil qui va être créé. Donc voilà que le soleil il est né. En effet, dans notre galaxie, dans notre univers, on a le nuage moléculaire, qui est un ensemble de gaz et de poussière. Ils vont s'agglomérer, les particules vont s'agglomérer, et puis le nuage moléculaire, par les forces gravitationnelles, ils vont provoquer une rotation immense, de vitesse immense. Ceci va provoquer ou bien déclencher une chaleur qui va réchauffer le centre du nuage moléculaire, et ainsi cette boule qui est brûlante en rotation est devenue notre Soleil. Donc en gros, notre Soleil elle est né à partir d'une boule de gaz et de poussière. Et à cause de la gravité qui augmente, la densité de cette boule elle va augmenter, et puis les températures vont grimper, les fusions nucléaires entre les noyaux vont se déclencher, et par la suite l'étoile va commencer à brûler. Donc voilà une partie du nuage moléculaire, elle va former le Soleil, mais après il y a le reste du nuage moléculaire, il va s'étirer pour former des disques de matière. Ce disque de matière, donc on a une agglomération des particules pour donner des objets de plus en plus gros, et c'est des planètes. Entre les planètes, on a la Terre, la vie. Donc voilà que la Terre, elle est née. Il y a 3,5 milliards d'années, elle était née. Donc, la Terre, elle ne ressemble en rien à celle qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'en fait, tout simplement, il n'y avait pas la vie. La température, elle était de 4700 degrés Celsius à cause des fusions de matière qui va former la Terre. Mais petit à petit, la Terre, elle se refroidit. Les éléments les plus légers vont monter à la surface, mais après, les éléments les plus lourds, comme le fer et tous les autres métaux, vont s'enfoncer et former le noyau de la Terre, et ainsi la solidification du noyau interne de la Terre commence. Donc, la Terre, en fait, à l'époque, elle était bombardée pendant des millions d'années par des météorites, et probablement que c'est eux qui ont amené l'eau des océans à cette Terre-là. Il y avait de l'eau de partout, des roches de partout, mais pas de vivants, pas d'algues, pas de forêts, pas de poissons. Et puis après, l'air, il existait, mais l'air, il était irrespirable, il n'y avait pas d'oxygène. Pourtant, en fait, tout était prêt pour que la vie apparaisse, pour que la vie commence sur notre Terre. Donc, là se posent en fait les questions suivantes. Comment la vie a-t-elle pu émerger sur notre Terre? Quelles sont les premières formes de vie? Et comment sont-elles formées et sont arrivées sur notre Terre? Et la réponse sur ces questions a donné naissance au domaine de recherche qui s'appelle la chimie prébiotique. C'est une branche de la biochimie qui va étudier toutes les conditions qui régnaient sur Terre il y a 4 milliards d'années afin d'étudier comment
le vivant est apparu à partir des molécules inertes. Donc en fait, comment les molécules organiques se sont formées à partir des molécules qu'on trouve dans l'eau, des molécules minérales. Donc, je vais vous présenter quelques recherches qui ont été faites sur ce sujet-là. En 1859, voilà la théorie de l'évolution par Charles Darwin, qui, pour lui, en fait, ce n'est pas l'espèce la plus forte qui survit, ni même la plus intelligente, mais c'est celle qui s'adapte le mieux à aux changements qui sont provoqués dans le milieu. Donc, en fait, c'est la sélection naturelle qui entre en jeu dans ce sujet-là. On a des variations aléatoires qui affectent soit le vivant, soit l'environnement, ou bien les deux ensemble. Et dans ce cas, on a deux groupes. Des groupes des espèces vivantes qui vont s'adapter aux variations ou bien aux changements qui sont passés. Et ces groupes-là seront favorables à la survie. Ils seront conservés et transmis d'une génération à une autre. Et puis, on a le groupe qui ne s'adapte pas aux changements et par la suite seront non favorables à la survie et seront éliminés. Et c'est comme ça, en fait, que les espèces seront disparues. Une espèce quelconque soit disparue pendant longtemps. Donc voilà, toutes les espèces vivantes qui y ont survécu jusqu'au jour seront réparties dans ces trois grands groupes appelés domaines. On a les bactéries, les eucaryotes et les archées. En fait, ce qu'on remarque dans cet arbre-là, que toutes les espèces vivantes ont une origine évolutive commune. Ces origines, donc en fait, les vivants-là, ils sont apparentés à un certain niveau, et puis tous les êtres vivants vont descendre d'un même ancêtre commun. Cet ancêtre commun, cette racine, il est important de la positionner par rapport aux différents domaines, afin de savoir sa nature. Et c'est dans les fins des années 1970 que les chercheurs ont commencé à déterminer la position de cette racine commune à ces trois domaines. Cette position-là va leur permettre de déterminer et la nature de l'ancêtre commun et de la manière dont s'est faite l'évolution dans chacun de ces trois domaines. Donc, ils ont trouvé que cette cellule elle est commune à toutes les lignées et ils l'ont nommée Luca Latrium. Et par la suite, voilà, donc Luca n'est pas la première forme de vie qu'on connaît, mais c'est l'ancêtre commun le plus proche de tous les organismes vivants qu'on connaît de nos jours. Donc, on a parlé de Luca, on a parlé des domaines de la vie, on a parlé de tout. Des soleils, de la terre, de la formation et tout, mais on n'a pas parlé de la vie. D'ailleurs, c'est quoi la vie? Comment on définit la vie? Qu'est-ce qui fait d'une cellule vivante? En fait, malgré toutes les diversités et les formes de vie qu'on connaît de nos jours, tout ce qui est vivant, normalement, devrait avoir les éléments de base à la vie, qui sont les acides nucléiques, qui sont à la base de la formation de l'ADN et de l'ARN. Il transmet l'information génétique d'une génération à une autre. On a les protéines qui sont issues de la polymérisation des acides aminés et il effectue des fonctions essentielles pour la survie des cellules. Et puis après, on a les lipides qui vont former la membrane d'une cellule et qui va séparer le compartiment de la cellule de son environnement extérieur. Donc en fait, si ces trois composants sont présents dans le milieu, il n'y a pas de raison que la vie ne commence pas. Et voilà, en 1920, on continue par les recherches de la vie. Il y a les deux biochimistes, Oparine et Haldane, qui ont étudié l'évolution de la matière inanimée vers la matière animée, donc vers la matière vivante. Pour eux, il ne faut pas rechercher l'origine de la vie, mais il faut rechercher l'origine des molécules qui sont essentielles à la vie. Et voilà, donc, au moment de la formation de la Terre, il s'est établi pour eux une relation entre la Terre et le Soleil. Cette relation, ils l'ont comparée à une réaction chimique. Dans une réaction chimique normale au labo, on a trois composants essentiels. Un réacteur dans lequel on peut faire la manip, les réactifs, c'est les réactifs essentiels pour faire une réaction, et une source d'énergie, normalement on utilise le chauffage. Donc si on compare à la Terre et le Soleil, l'atmosphère terrestre était le réacteur,
qui comporte donc des réactifs qui sont essentiels pour faire des réactions, et on a le soleil qui va donner l'énergie pour que cette réaction se fasse. Donc, le clé de leur proposition, c'est d'avoir des conditions essentielles au développement de la vie, qui sont la composition chimique, qui sont des éléments qui sont très basiques, comme le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre. Pour faire court, on dit Schnock, ça se dit. Et puis on a la source d'énergie qui est permanente, qui est l'énergie solaire. Donc tous les composants sont présents pour que la vie commence. Voilà pour la Terre les molécules qui sont présentes dans l'atmosphère primitive de la Terre, des molécules assez simples. Et avec l'énergie qui est provenue des radiations ultraviolettes du Soleil, on a les molécules qui vont se réagir ensemble, ils vont être bombardées, ils vont décomposer, ils vont réagir avec d'autres molécules pour former des molécules de plus en plus complexes. Et voilà, par la pluie qui est engendrée par la vapeur d'eau, on a la pluie qui va mener avec elle toutes les molécules nouvellement formées dans l'atmosphère terrestre, et elle va créer une sorte de mélange qu'on est une soupe, disons, un mélange primitif qui contient toutes les molécules organiques qui sont à la base de Schnock et toutes les molécules grosses qui sont complexes, qui sont essentielles à la vie. Il faut savoir que tout cela était conceptuel, il n'y a pas d'expérimentation qui a été tentée pour pour prouver ces hypothèses-là. Il a fallu attendre jusqu'en 1959 qu'un jeune doctorant comme Sten Miller, qui travaillait dans le labo de Urey, celui-là, il a tenté de refaire les conditions, de refaire les conditions qui sont citées par Oparin et Haldane dans son laboratoire. Donc il va imiter l'atmosphère terrestre primitive et toutes les conditions qui existaient sur Terre dans son labo. Il a formé je vais vous montrer vite fait, je ne sais pas si ça va marcher la vidéo, mais pas maintenant. Donc je vais vous montrer vite fait. Non, pas maintenant. Attends. Donc il a fait un réacteur, un système qui est clos, qui est inerte, pour qu'il fait pas passer, il n'y a pas d'oxygène qui passe dedans. Il a imité les océans, l'eau des océans dans ce ballon-là. L'eau, elle est portée à ébullition pour créer de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, elle va passer dans ce compartiment-là. Et ce compartiment-là, il est composé de molécules qui existaient dans notre atmosphère terrestre, des molécules organiques qui sont assez simples. Donc, ce compartiment-là, pour Oparin et Haldane, c'est l'atmosphère de la Terre primitive. Il a créé des étincelles grâce à 2 électrodes afin de créer l'énergie, donc simuler les éclairs. Il y a l'énergie, il y a la vapeur d'eau, il y a les molécules, donc c'est là où on va avoir des nouvelles molécules formées. Et puis il y a une sorte de condensateur qui va faire que la vapeur d'eau tombe ou bien se transforme en eau, donc c'est la pluie, et puis c'est ce compartiment-là où il sera riche en molécules qui sont nouvellement formées. Donc voilà la vidéo. J'espère que vous avez vu. Ouais. Donc une vidéo vite fait pour montrer en résumé ce qui s'est passé. Voilà. Donc voilà l'eau des océans qui est évaporée à cause de la chaleur. La vapeur d'eau, elle va entrer dans l'atmosphère terrestre. Et puis, elle est composée de molécules organiques qui sont assez simples. Les étincelles pour simuler les éclairs, et puis le condensateur qui va amener toutes les nouvelles molécules formées avec l'eau dans ce compartiment-là. Donc, voilà, ça c'était l'expérience de Miller. Et c'est ce compartiment-là qui va être analysé pour trouver ce qu'ils ont eu. Voilà. Donc, en fait, la force de l'expérience de Miller, c'est qu'il a pu démontrer qu'à partir de manips qui sont assez simples, des réactions qui sont trop simples, avec des molécules de base qui sont formées de 3 éléments, 4 éléments, comme l'eau et le méthane, par exemple,
il a pu synthétiser des molécules qui sont plus complexes, plus essentielles à la vie, comme en fait ces réactions-là. Je vous montre des exemples vite fait. Il y a l'eau avec le méthane. S'ils sont mélangés ensemble, on aura une molécule qui est formée de quatre éléments. C'est le formaldéhyde. Ces cette molécule, si on fait 5 molécules de cette molécule, on obtient la ribose. La ribose, c'est un type de sucre qui est essentiel à la vie. Et puis, pareil, on peut trouver les acides aminés, on peut former les acides aminés par des simples manips, par des simples réactions entre des molécules qui sont très basiques. Le glucose, l'adénine, elle est essentielle pour la synthèse des ADN. C'est une molécule qui sont essentielles. Donc voilà, et les échantillons de Meller, ils étaient testés par des machines qui sont vraiment sensibles et analysées par ces machines-là, et on obtient les différents acides aminés qui sont présents là. Dans l'échantillon de Meller, on a eu des molécules qui sont essentielles à la vie et des acides aminés qu'on connaît de nos jours. Et voilà, donc au labo, tout en tenant compte des conditions qui régnaient sur Terre il y a 4 milliards d'années, nous essayons de faire des réactions qui sont assez simples, de voir si par des manips qui sont très simples, en utilisant des molécules très basiques, on peut aboutir à la formation des acides aminés, des molécules un peu plus complexes pour participer à la survie des cellules ou bien à la solution des cellules. Donc, au labo, on a essayé les acides aminés et les peptides. Voilà, on mélange des molécules qui sont assez simples dans de l'eau. On travaille dans une atmosphère inerte, sans oxygène. On travaille à des températures qui vont maximum jusqu'à 45 degrés. Et par des méthodes d'analyse et après purification de notre échantillon, on obtient quelques résultats que j'ai obtenus. Les cristaux, j'aime bien former des petits peptides. Et voilà quelques publications qui sont sorties avec mon directeur de thèse, professeur Yannick Vallée, et sur la cystéine qu'on a pu synthétiser sur les halogènes et leur existence à l'origine de la vie. Et voilà, il me reste à vous dire que franchement, le monde, il est vraiment trop compliqué à comprendre, mais c'est ça ce qui est passionnant dans ce type de recherche. Voilà, merci beaucoup. Merci. Du coup, on va reprendre avec la deuxième présentation. Donc là, c'est Lorenzo Carré qui vient de l'IBS, comme je l'avais écrit sur le diapo. Il va non pas nous parler des origines de la vie, mais là, plus des conditions de vie extraterrestres et voir si les cellules peuvent résister à des conditions plus extrêmes pour voir où la vie pourrait se développer encore plus loin. Lorenzo, merci Clarisse, merci encore à Global pour m'avoir permis de participer à cet événement et merci au Kill Team de nous accueillir ce soir. Donc effectivement, je vais vous parler des limites de la vie. Donc par rapport en fait à l'exposé en fait de Sparta, on va se placer quelques centaines de millions d'années plus tard. L'atmosphère a évolué, la surface de la Terre a évolué, la composition de l'océan éventuel a évolué, et à ce moment-là, en fait, on va avoir déjà des formes de vie assez complexes qu'on va qualifier de modernes. Qu'est-ce que c'est une cellule moderne? C'est une cellule qui est capable de faire plein de choses. Donc bien entendu, elle est capable de se diviser, de se multiplier, et à chaque génération avec des petits défauts qui vont permettre à l'évolution darwinienne d'exister. Elle est aussi capable de se déplacer indépendamment du courant, des flux, etc. Donc elle peut vraiment un peu se balader, explorer l'environnement. Elle est capable de percevoir son environnement, justement, donc de détecter la présence de molécules organiques, de facteurs stressants ou de facteurs favorables à sa croissance. Elle est capable du coup de répondre à cet environnement, par exemple en se protégeant, en accumulant des pigments, en accumulant des réserves d'énergie. Elle est aussi capable de se réparer, donc d'annuler en fait les effets délétères de son environnement, et en particulier en fait à l'époque primitive, et en l'absence de couche d'ozone, les rayons ultraviolets sont beaucoup plus importants et du coup ils causent vraiment des gros dégâts aux cellules qui ont le malheur de se balader un peu trop près de la surface de l'eau. Alors à la surface de l'eau, on n'en parle même pas.
Elles sont également capables de communiquer entre elles, elles sont déjà capables d'une certaine vie sociale, et en particulier, elles peuvent s'échanger de l'ADN entre elles, ce qui peut agir comme une sorte de catalyseur de l'évolution. Ça va accélérer l'évolution des espèces. Et dans cet environnement-là, du coup sous-marin, vu qu'il est impossible en fait de faire de la photosynthèse, parce que vraiment la surface est trop dangereuse, bah, la source d'énergie, ça peut être l'hydrothermalisme. Donc, au fond des océans terrestres, du passé comme du présent, il y a ce qu'on appelle des fumeurs noirs ou des monts hydrothermaux, qui sont en fait des lieux où où il y a des interactions entre l'eau froide et le fluide magmatique chaud, ce qui fait que du coup, localement, l'endroit va être enrichi en nutriments, en matières organiques, en minéraux, en métaux. Ça va aussi apporter une source d'énergie par la chaleur. Et tout ça, en fait, ça va être très favorable au développement de la vie, en fait, qui va s'y trouver de quoi manger, se développer. Donc du coup, une fois que ces formes de vie modernes sont capables de faire tout ça, on peut se demander jusqu'où elles peuvent aller, quels ordres d'environnement elles peuvent conquérir. Environnements de surface, plus ou moins désertiques, des environnements froids, des environnements profonds, des environnements chimiquement extrêmes, etc. Après, la question, on peut la poser d'une autre manière, et cette fois-ci, c'est moi qui vous la pose. Comment est-ce que vous y prenez pour tuer un organisme, pour tuer une bactérie, un microbe, ou même un virus? Allez-y, comment vous y prenez donc? On plonge à l'alcool. Exactement. Alors là, c'est intéressant parce qu'on connaît les organismes qui, au contraire, sont résistants au whisky. Donc, Dans le sel. alors, j'ai entendu la chaleur ici. Effectivement, on peut cuire un organisme, il va en mourir. Le sel aussi, c'est une manière de conserver les aliments parce que ça empêche la vie d'apparaître. D'autres exemples? Le chlore. Pardon? Le chlore. Ouais, le chlore, un agent chimique assez astringent et assez toxique pour les organismes. Le froid. Le froid, tout à fait. Autre La manière chaleur. de conserver les aliments. Alors la chaleur, malheureusement, tu viens en deuxième. Ouais, le Kalachnikov, par exemple aussi. D'ailleurs, la Kalachnikov, ça va tuer les organismes parce que ça va les écraser. Donc en fait, ça va créer une pression tellement énorme en un point que du coup, ça va les tuer. Donc bravo, vous avez fait le tour de l'ensemble en fait des conditions dites extrêmes. Donc vous allez avoir dedans des agents physiques comme la chaleur, la pression, l'absence d'eau, mais aussi éventuellement les radiations, qu'elles soient ultraviolettes ou ionisantes. Donc, ça c'est la radioactivité. Mais aussi des agents chimiques comme le sel, l'acidité, mais aussi les métaux lourds, les solvants organiques comme l'alcool en particulier. Et du coup tout ça c'est ce qui va constituer en fait ce qu'on appelle des conditions extrêmes. Donc ces conditions extrêmes, elles peuvent paraître en fait anecdotiques, mais en réalité elles sont extrêmement proéminentes sur Terre, et à plusieurs niveaux. Donc par exemple, la chaleur, donc un environnement dit chaud, ça va être un environnement qui est en permanence au-dessus de 60 degrés. Donc il y en a plusieurs types, par exemple sur les continents on a ce qu'on appelle les sources volcaniques, donc là c'est une image de Yellowstone, mais on va aussi avoir du coup dans les abysses des environnements chauds qui, grâce à la pression, vont permettre à l'eau liquide d'exister à une température supérieure à 100 degrés. En surface, à pression atmosphérique, l'eau rentre en ébullition à 100 degrés. Sous pression, les choses sont différentes. Et du coup, dans ces environnements-là, on peut avoir des températures jusqu'à 400 degrés et quand même de l'eau liquide. Et dans ces environnements, on va avoir des organismes dits thermophiles, donc ils aiment la chaleur. Et le champion de cette catégorie, c'est Methanopyrus candleri. Alors tout à l'heure, Spartak vous a parlé de bactéries, d'eucaryotes et d'archées. Dans le cas présent, il s'agit d'une archée. Donc ça ressemble à une bactérie, mais en réalité, c'est plus proche des eucaryotes, comme nous, les plantes, les champignons ou autres. Et du coup, c'est pas à confondre avec une bactérie. Et celle-là, en fait, son record, c'est qu'elle est capable de croître jusqu'à 122 degrés Celsius. Donc c'est vraiment extrême. Mais elle est tellement spécialisée dans la chaleur, qu'en fait, en dessous de 60 degrés, elle va mourir de froid. Donc là, on est vraiment sur un organisme qui est spécialisé dans les environnements chauds. De l'autre côté du spectre, dans les environnements froids, on va parler d'environnements qui sont en permanence sous 15 degrés. Donc ça veut dire typiquement, si vous oscillez dans la journée entre 0 et 30 degrés, comme c'est le cas dans les déserts, ça ne va pas être un environnement froid selon cette définition. En revanche, dans cette définition, on va avoir les eaux profondes, qui oscillent entre 3 et 0 degrés, les océans polaires, donc on va jusqu'à moins 2 degrés, et la surface en fait, du continent antarctique peut descendre jusqu'à moins 98 degrés. Donc ça, c'est la température la plus froide jamais enregistrée sur Terre. Et dans ces environnements, on va aussi détecter en fait, des organismes adaptés au froid. Et le champion ici, c'est une levure, dont le nom est assez dur à prononcer, qui est capable de croître jusqu'à moins 18 degrés Celsius. À supposer qu'il y ait les facteurs chimiques qui permettent à cette eau d'être liquide sous 0 degré. Et ça, c'est possible grâce à la salinité. Une eau salée, elle va geler en dessous de 0 degré. Donc c'est une parfaite transition, puisque les environnements hypersalins sont aussi assez présents sur Terre. Donc vous avez des lacs hypersalins assez classiques, comme la mer Morte, où la salinité va être égale à 34%. Pour vous faire une idée, en fait, la salinité de la mer, c'est 3,5%. Donc vous vous imaginez une eau qui est 10 fois plus salée que l'eau de la mer. Et vous pouvez aller encore plus loin. Donc là, dans cette petite bassine qui s'appelle l'étang Don Juan, c'est un petit étang en fait, qui se situe dans le continent antarctique, à des températures de moins 50 degrés. La salinité extrême de cet environnement fait que
fait qu'en fait l'eau peut rester liquide à cette température extrêmement basse. Et encore une fois, dans ces environnements, on va avoir des organismes adaptés à la salinité, on va les appeler des halophiles. Le champion ici, c'est encore une archée, Halobacterium salinarum, qui va être capable sans problème de croître dans des solutions tellement salées que le sel cristallise, donc à la salinité maximale. En revanche, si vous la mettez dans une solution moins salée, même comme la mer Méditerranée, qui est pourtant très salée, bah, c'est pas assez salé pour elle, et en fait elle va exploser. Donc encore un exemple d'organisme spécialisé dans une condition extrême. Quatrième et dernier exemple, les environnements sous pression, donc les environnements profonds. En ce qui concerne les environnements aquatiques, ça va être des environnements où la pression va être supérieure à 100 bars. Donc autour de nous, là, on a une pression d'environ 1 bar, c'est la pression atmosphérique, et sur Terre, tous les 10 mètres, la pression augmente de 1 bar. Donc ça veut dire que les environnements profonds, c'est des environnements sous 1 km de profondeur. Et le plus profond qu'on connaisse, c'est la fosse des Mariannes, dont vous avez une image ici, qui est à environ moins 10, moins 11 km de profondeur, et du coup la pression qui y règne, elle peut atteindre jusqu'à 1100 bars environ. Et là aussi, vous avez des organismes adaptés à la pression qu'on va appeler barophiles. Donc là, cette fois-ci, c'est une bactérie, la championne, à ma connaissance, qui en fait va croître à une pression optimale de 1200 bars. Mais la pression maximale dans son environnement, c'est 1100 bars. Ça veut dire en fait qu'elle est tellement spécialisée dans la pression que les conditions optimales pour sa croissance n'existent même pas naturellement sur Terre. Donc c'est assez fabuleux. Et ici également, on a une spécialisation qui est telle qu'au-dessus de 5 km, la pression n'est pas assez forte pour elle et elle ne va pas pouvoir se développer. Donc des environnements extrêmes, on en a de tout type, qu'ils soient naturels ou issus d'activités humaines. Donc en particulier, les environnements pollués aux métaux lourds ou à la radioactivité vont également constituer des environnements extrêmes avec leurs organismes adaptés. Mais on a aussi des conditions extrêmes pour toutes les conditions, pour l'acidité, la pression, etc. Et du coup, dans ces environnements, on va avoir cette biodiversité dite extrémophile. Donc extrémophile qui aime les conditions extrêmes, mais en réalité, le terme regroupe deux choses différentes. D'abord, les organismes qui sont juste résistants aux conditions extrêmes, mais qui vont préférer en fait vivre au sang. Donc typiquement, la levure qui vit dans le froid, elle, sa température optimale, c'est 25 degrés. Elle est juste capable d'aller plus bas. Et des organismes qui sont tellement spécialisés qu'ils ne peuvent pas se passer d'une condition extrême. Donc là, c'était les 3 autres exemples. Donc ce qui rend l'étude de ces environnements extrêmes et de leur biodiversité intéressante, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé de se cantonner de la Terre. En effet, il y a différents environnements extraterrestres qui sont également extrêmes au regard de nos définitions anthropo- et géocentriques. Donc par exemple, on a la lune d'Encelade. C'est une lune de Saturne, donc un satellite naturel de Saturne, qui est couvert d'une couche de glace, qui fait environ 1 km d'épaisseur, sous laquelle il y a un océan d'eau liquide, qui fait environ 10 km de profondeur. Et il y a divers éléments, notamment les émissions de matière à la surface, via des geysers de glace, qui laissent entendre qu'en fait, la composition de l'océan, elle est conditionnée par l'existence de systèmes hydrothermaux. Ça veut dire en gros qu'au fond de cette lune extraterrestre, vous avez probablement des environnements qui ressemblent à ceux terrestres. Donc des environnements certes extrêmes, puisqu'il y a des températures élevées, des pressions extrêmes, peut-être aussi du relargage de métaux lourds ou de la salinité du fait du fluide. Pas de lumière aussi, donc pas de photosynthèse possible, c'est vraiment un certain aperçu de l'enfer. Mais c'est aussi une source d'énergie et de nutriments et de minéraux, comme ça a pu l'être pour les organismes très anciens. Donc pour vous montrer un peu plus à quoi ça ressemble sur l'environnement, donc voilà une petite vidéo prise en sous-marin de fumeurs noirs abyssaux. Donc c'est des colonnes qui se forment par la sédimentation de ce fluide, ça forme des colonnes un peu comme des stalagmites. Et dedans on trouve pas seulement des microbes mais aussi des macro-organismes, donc là des poissons, des crabes, des crevettes, toute une biodiversité, toute une faune extrêmement complexe qui en fait a pour base la chaîne alimentaire, non pas des plantes comme c'est le cas sur la surface, mais des micro-organismes thermophiles, donc extrémophiles, qui en fait vont se développer à proximité de ces émanations brûlantes, qui vont tirer de l'énergie de ce fluide hydrothermal et qui vont servir de base à une chaîne alimentaire. Donc là vraiment, en un sens, à l'instar de ces environnements abyssaux extraterrestres, est-ce que les environnements abyssaux en dehors de la Terre ne seraient pas eux aussi des havres de vie en fait, dans un océan glacial, obscur et finalement très hostile? Donc ça peut être le cas pour Encelade, mais aussi pour d'autres lunes du système solaire, et pourquoi pas même des exoplanètes, donc des planètes en dehors du système solaire. Donc cette analogie, elle a des intérêts, mais elle a aussi des limites, et je vais vous les présenter dans le cas de la pression. Donc pour rappel, sur Terre, la pression augmente de 1 bar tous les 10 mètres de profondeur. Donc la pression moyenne au fond des océans, qui ont pour moyenne 3,5 km de profondeur, c'est un peu plus de 300 bars. Et la pression la plus élevée dans l'océan terrestre, c'est quasiment 1100 bars, au niveau de la fosse des Mariannes, donc le point le plus profond de l'océan. Dans le cas d'Encelade, a priori ça devrait aller parce qu'on a un océan qui est quasiment aussi profond que celui terrestre,
Mais comme la Lune elle est plus petite que la Terre, la pression augmente moins vite. Donc en fait, la règle des 1 bar tous les 10 mètres, elle n'est pas valide pour les autres systèmes. Elle dépend de la gravité. Donc au fond, dans SLAD, bien qu'on soit à des profondeurs similaires à celles terrestres, on serait seulement à moins de 100 bars. Donc a priori, quelque chose qui est compatible avec la vie. La situation se corse un peu pour la Lune de Titan, qui est une autre lune de Saturne. Donc on a une atmosphère à sa surface, donc déjà on aurait une atmosphère avec une pression au-dessus de la glace. Ensuite, la couche de glace, elle par contre, elle fait entre 50 et 200 km de profondeur. Donc déjà, sous cette couche de glace, il y aurait une pression énorme du fait de cette épaisseur. L'océan d'eau liquide, il pourrait faire jusqu'à 300 km de profondeur. Et bien que le système ne soit pas très étudié, il y a de fortes chances que s'il y a des systèmes hydrothermaux au fond de cette lune, qu'eux aussi, qu'ils soient encore plus extrêmes que leurs équivalents terrestres. Plus précisément, dans le cas d'Europe, la couche de glace fait 10 km d'épaisseur déjà, donc à la surface de l'océan, on a une pression de 240 bars, équivalent à 2 km de profondeur sur Terre. Ensuite, l'océan, il pourrait faire jusqu'à 200 km de profondeur, et du coup, s'il y a des systèmes hydrothermaux sur Europe, il serait exposé à des pressions vraiment inconnues par les organismes abyssaux terrestres. Donc du coup, ça vaut la peine d'être étudié, et c'est ce que je fais au laboratoire. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais? Donc là, je remplis en fait dans une petite cuve un échantillon. Donc cet échantillon, c'est des systèmes moléculaires qui sont capables de copier l'ADN, donc une fonction fondamentale chez tous les êtres vivants. Donc là, je fixe un petit joint autour pour que le contenu échantillon sorte pas. Donc excusez la qualité, ça a été filmé avec un portable. Donc là, ça ressemble à ça. Ensuite, je le place sur un porte-échantillon en métal que vous voyez là, pour que du coup la cuvette elle ne tourne pas sur elle-même. Là, l'appareil que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle un fluorimètre. C'est capable de mesurer l'activité biologique dans l'échantillon. Et moi, du coup, je vais comparer différentes conditions, donc pression atmosphérique, pression à 100 mètres, pression à 1 km, pression à 10 km de profondeur, pression dans les abysses extraterrestres. Donc là, vous voyez, ces petites lumières, c'est le signal qui est mesuré. Donc je rajoute un deuxième joint pour fermer. Ensuite, on visse. Donc vous voyez que ce cube de métal, il est assez épais. C'est un peu comme un sous-marin, en fait. Il faut que la pression à l'intérieur soit contenue et qu'elle ne fasse pas exploser à l'extérieur. Ensuite, on ferme. Alors je précise, cette clé, normalement, on ne s'en sert pas comme ça, mais elle est cassée. Hein. C'est normal que... ça, c'est normal. Et ensuite, avec cette pompe manuelle, donc là, on ne peut malheureusement pas le voir sur cet écran, mais on a la pression qui va augmenter. Donc là, avec seulement un demi-tour en fait, de pompe, on a déjà atteint une pression de 500 bars, donc quelque chose qui est équivalent à 5 km de profondeur. Donc au final, étudier ces environnements abyssaux terrestres ou extraterrestres, c'est relativement facile, on peut le faire avec des équipements qui tiennent dans une pièce. Et donc voilà, c'est l'objet de mon travail de thèse. Donc j'espère que ce petit voyage des abysses extraterrestres aux abysses extraterrestres vous aura intéressé. Et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez.